Le fameux plan de paix de Donald Trump, élaboré conjointement avec les Russes, est apparu en ligne. Et les points qui y sont exposés ne plairont pas du tout à l'Ukraine et à l'Europe. Aujourd'hui, le Financial Times rapporte que l'Ukraine est fortement poussée à accepter vite le plan de paix proposé par l'administration Trump avec Moscou pour mettre fin à la guerre. De plus, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé aujourd'hui que oui. Steve Witkoff et Marco Rubio, avec les Russes, ont élaboré en privé un plan de paix au cours du dernier mois. Sur les 28 points qui ont été présentés aujourd'hui, du moins officiellement, à l'Ukraine. Officiellement, ce plan a été présenté aux autorités ukrainiennes il y a quelques jours déjà. Il est évident que l'Ukraine ne peut pas accepter tous les 28 points, mais il est rapporté que la Maison-Blanche insiste pour que Zelensky accepte ce plan de paix avant le 27 novembre, c'est-à-dire avant jeudi prochain, afin que ce soit fait avant la fin du mois. Trump a déjà annoncé que, soi-disant, l'Ukraine et la Russie avaient conclu la paix entre elles selon ce même plan de paix. C'est pourquoi analysons ensemble ce plan de paix, point par point, parcourons-le à chaud et voyons ce que rapportent les différentes parties. Et surtout, qu'est-ce qui est réellement exposé dans ce plan de paix ? Je m'appelle Alexei Petchi. Nous allons explorer ce sujet ensemble, mais avant, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez un commentaire. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, je vais commencer par dire que le Financial Times écrit aujourd'hui en premier que Zelensky et le bureau du président subissent une énorme pression de la part de Washington pour que l'Ukraine accepte très rapidement le plan de paix de Donald Trump, élaboré avec les Russes. Le Financial Times écrit que des responsables qui connaissent ce document disent donc qu'ils comparent l'approche des États-Unis à la promotion agressive, au printemps de cette année, d'un accord sur les ressources minérales défavorable à Kiev. Des responsables ukrainiens ont déclaré que l'équipe de Donald Trump a fait comprendre à Zelensky et à son équipe que la Maison-Blanche travaille selon un calendrier agressif pour finaliser la proposition et mettre fin à la guerre d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire que la guerre doit s'arrêter avant la fin de l'année. Selon eux, les responsables américains s'attendent à ce que Zelensky signe l'accord d'ici Thanksgiving, ainsi. D'ici jeudi 27 novembre, dans le but de présenter l'accord de paix à Moscou à la fin novembre et de finaliser le processus début décembre. Zelensky doit signer avant le 27, puis les moscovites avant le 1er décembre, et l'accord sera alors conclu. Un tel calendrier semble extrêmement irréaliste, car selon l'entourage de Zelensky, il y a plusieurs points dans le plan qui sont clairement des lignes rouges pour Kiev. Ils disent déjà qu'il y a une contre-proposition pour la partie américaine, en particulier un plan de paix élaboré conjointement avec les Européens qui comprend 12 points, et c'est ce plan que l'Ukraine promeut activement. De plus, la société civile ukrainienne s'opposera probablement fermement à tout accord qui serait perçu comme une capitulation ou trop avantageux pour Moscou. Voilà, et bien maintenant, les responsables ukrainiens assurent qu'il s'agit en fait d'un accord sur les combustibles fossiles version 2.0. Cela signifie que c'est la même chose qu'en février de cette année. Et Zelensky, vous savez, on l'a poussé très agressivement à accepter l'accord, mais l'Ukraine a refusé. Ensuite, elle a été retravaillée plusieurs fois. Cela a duré plusieurs semaines avant qu'il signe. Heureusement, Zelensky n'a pas signé immédiatement car les conditions étaient très défavorables. Voilà, et à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé que Steve Witkoff et le secrétaire d'État Marco Rubio ont discrètement élaboré le plan ce dernier mois. Le président soutient ce plan, a-t-elle dit. Il est bon pour la Russie et l'Ukraine. Nous pensons qu'il devrait être acceptable pour les deux parties et nous travaillons très dur pour le mettre en œuvre. D'ailleurs, l'Union européenne a également réagi et voici Kaja Kallas, représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, qui a déclaré « Nous n'avons entendu parler d'aucune concession de la Russie ». Passons donc justement au fameux plan de paix de Donald Trump. Ces documents ont déjà été présentés. Passons brièvement sur les points principaux, puis détaillons-les. Le député ukrainien Oleksiy Goncharenko a rendu public le plan de paix du président américain Donald Trump. Le document comprend une disposition clé et plusieurs volets. Le premier porte sur les questions territoriales. La Crimée, Louhansk et Donetsk sont reconnus de facto comme des territoires russes,
Les régions de Kherson et de Zaporijia sont gelées le long de la ligne de contact, et l'Ukraine retire ses troupes d'une partie de la région de Donetsk. Une zone tampon démilitarisée y sera créée. C'est ce dont nous avons déjà parlé. En particulier, les 15% de territoires qui sont sous le contrôle de l'Ukraine deviendront une zone démilitarisée. Le prochain volet concerne la sécurité et le statut international. L'Ukraine inscrit dans sa constitution le refus d'adhérer à l'OTAN, et l'OTAN fixe par la loi qu'elle n'acceptera jamais l'Ukraine dans ses rangs. Les effectifs des forces armées ukrainiennes sont limités, plafonnés à 600 000 personnes. 600 000, pas plus. Le déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine est interdit. Ensuite, il y a les aspects économiques. La Russie réintègre progressivement l'économie mondiale avec la levée de toutes les sanctions. Un fonds de reconstruction est créé en utilisant 100 milliards de dollars d'actifs russes gelés. Les États-Unis et l'Europe investissent dans la reconstruction des infrastructures et de l'économie ukrainienne. Le bloc suivant concerne les garanties et le contrôle. Des garanties de sécurité sont accordées à l'Ukraine et un groupe de travail américano-russe est créé pour surveiller la mise en œuvre de l'accord. La Russie inscrit dans la loi une politique de non-agression envers l'Europe et l'Ukraine. À quel moment avons-nous commencé à croire les Russes ? La durée des traités de non-prolifération nucléaire est prolongée. C'est entre les États-Unis et la Russie. Le point suivant concerne les questions humanitaires. Échange intégral de prisonniers de guerre et restitution des otages civils. L'Ukraine tient des élections 100 jours après l'accord et prévoit une amnistie générale pour tous les participants au conflit. Et Trump exige que Zelensky signe ce plan immédiatement. Passons maintenant concrètement à ce plan, après avoir déjà vu les différents blocs. Et ensuite, je vais vous montrer précisément les captures d'écran de ce document. Et le premier bloc. Le premier point indique que la souveraineté de l'Ukraine sera confirmée, ce qui paraît très étrange, car ensuite il est en question de limiter l'armée ukrainienne, ce qui constitue en soi une violation de la souveraineté. Ici, ceux qui ont rédigé ce plan devraient en lire la définition du mot souveraineté. Le deuxième point est vraiment très intéressant. Il est écrit qu'un accord complet de non-agression sera conclu entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Toutes les ambiguïtés des 30 dernières années seront considérées comme résolues. Quelles ambiguïtés ? Ensuite, on attend que la Russie n'envahisse pas ses voisins et que l'OTAN ne s'élargisse plus. Il est ensuite indiqué qu'un dialogue sera mené entre la Russie et l'OTAN, sous la médiation des États-Unis, pour résoudre toutes les questions. Questions de sécurité et conditions pour désescalader. Afin d'assurer la sécurité globale et d'accroître les possibilités de coopération et de développement économique futur, l'Ukraine doit obtenir des garanties de sécurité fiables. C'est écrit dans le plan, mais sans préciser lesquels. Suivant. Les effectifs des forces armées ukrainiennes sont réduits et limités à 600 000 personnes. Comme vous le comprenez, l'armée ukrainienne ne s'agrandit en aucune circonstance. Elle doit être limitée car c'est la seule garantie de sa sécurité. L'Ukraine accepte d'inscrire qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN dans sa constitution, et l'OTAN le note aussi dans sa constitution conditionnelle. Il s'agit des documents statutaires qui stipulent que l'Ukraine ne rejoindra jamais ses rangs à l'avenir. Le gouvernement du pays pourra changer, etc., mais il sera inscrit dans l'OTAN que l'Ukraine ne... Je souligne, c'est une autre limitation de la souveraineté de l'Ukraine. Premier point du deuxième plan de Trump. La souveraineté de l'Ukraine sera confirmée. Donc il y a déjà 2 points qui concernent l'armée et l'adhésion à l'OTAN. Et le 8e point, l'OTAN s'engage à ne pas déployer de troupes en Ukraine. C'est mauvais. Les chasseurs européens seront déployés en Pologne. Pourquoi l'écrire ? Ce n'est pas clair. Ensuite, il y a la garantie des États-Unis d'Amérique, mais elle n'est pas précisée. Les États-Unis recevront une compensation pour les garanties de sécurité. Trump ne serait pas lui-même sans exiger une compensation. On ignore qui va la payer. Cela signifie probablement que l'Ukraine obtiendra des garanties de sécurité, mais devra les payer. Ensuite, si l'Ukraine envahit la Russie, elle perdra cette garantie de sécurité. Mais l'Ukraine n'a pas l'intention d'envahir la Russie. Pourquoi le ferait-elle ? La seule question ici est de savoir si les États-Unis considéreront les territoires ukrainiens occupés comme russes ou non.
Et donc si l'on suppose que les forces armées ukrainiennes vont libérer tout le Donbass, alors, dans ce cas, l'Amérique considère-t-elle cela comme un territoire russe ou bien est-ce toujours un territoire ukrainien ? Ce n'est pas précisé dans ce document, mais il est ensuite indiqué que si la Russie envahit l'Ukraine, il y aura une réponse militaire ferme et coordonnée. Toutes les sanctions mondiales seront rétablies et la reconnaissance du nouveau territoire ainsi que tous les autres avantages de cet accord seront annulés. Donc ce ne sont pas des garanties, C'est écrit de telle manière que si la Russie attaque à nouveau, alors tout ce qui a été fait après l'accord sera simplement annulé. Sanctions et aide militaire à l'Ukraine reviennent, etc. Mais quelle garantie qu'elle n'attaquera pas ? Ça, il n'y en a pas. Si l'Ukraine, sans raison, comme c'est écrit dans le document, lance des missiles sur Moscou ou Saint-Pétersbourg, les garanties de sécurité seront considérées comme nulles. C'est étrange, là c'est clairement une trace russe. C'est-à-dire qu'ils ont clairement écrit dans le document que si l'Ukraine lance sans raison des missiles sur Moscou et Saint-Pétersbourg, alors c'est fini. Et ensuite, l'Ukraine a le droit d'adhérer à l'Union européenne et obtiendra un accès préférentiel à court terme au marché européen. Pour l'instant, cette question est à l'étude. C'est un point intéressant, c'est bien. C'est-à-dire que l'Ukraine rejoindra l'Union européenne, mais pendant que cette procédure sera en cours, nous bénéficierons de préférences sur le marché européen. Super. 12e point. Un ensemble d'actions globales fort et puissant, un ensemble global fort d'actions pour la reconstruction de l'Ukraine, qui inclut, mais ne se limite pas à, la création d'un fonds de développement de l'Ukraine pour investir dans. Donc, dans différents domaines, y compris les technologies, les centres de traitement de données et l'intelligence artificielle. Super. C'est-à-dire qu'il est indiqué qu'en principe, l'Ukraine devient un hub de pointe pour l'intelligence artificielle et les technologies avancées. Les États-Unis d'Amérique vont coopérer avec l'Ukraine pour la reconstruction, le développement, la modernisation et l'exploitation conjointe de l'infrastructure gazière de l'Ukraine, ce qui inclut les pipelines et les stockages. Efforts conjoints pour restaurer les territoires touchés par la guerre, reconstruire et moderniser villes et quartiers résidentiels, développer les infrastructures et extraire minéraux et ressources naturelles. La Banque mondiale élaborera un paquet de financement spécial pour accélérer ces objectifs. La Russie sera réintégrée à l'économie mondiale. Ce n'est pas idéal. La levée des sanctions sera discutée et introduite progressivement, au cas par cas. Ça, c'est mauvais, parce que ce sont des avantages de Donald Trump pour la Russie, afin qu'elle accepte l'accord. Il est précisé que les sanctions seront levées progressivement. Les États-Unis d'Amérique signeront ensuite un accord de coopération économique à long terme visant un développement mutuel dans l'énergie, les ressources naturelles, les infrastructures, l'intelligence artificielle et les centres de données. Des projets d'extraction de métaux rares, de ces mêmes terres rares dans l'Arctique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin voilà. Ici, il est clair que le GWAT va très probablement être rétabli. Du moins, c'est ce qu'ont prévu les Américains. C'est un point à part. Ensuite, il est indiqué que l'argent gelé des Russes sera utilisé de la manière suivante. 100 milliards de dollars d'avoirs russes gelés seront investis dans donc des fonds dans lesquels les États-Unis d'Amérique auront le rôle principal. Les États-Unis d'Amérique recevront 50% des bénéfices de cette entreprise. L'Europe ajoutera 100 milliards de dollars, augmentant ainsi les investissements pour la reconstruction de l'Ukraine. Les fonds européens gelés seront débloqués. Le reste des fonds sera investi dans un instrument d'investissement américano-russe distinct qui mettra en œuvre des projets conjoints américano-russes dans des domaines qui seront précisés un peu plus tard. Ce fonds sera destiné à renforcer les relations, le programme international. Il s'avère donc que 100 milliards de dollars provenant des avoirs russes gelés seront consacrés à la reconstruction de l'Ukraine. Et par un certain miracle, l'Europe doit encore payer 100 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Ukraine. C'est l'Europe, peut-être, qui a attaqué l'Ukraine ? Et le reste des avoirs russes gelés ira dans un fonds où les Américains et les Russes feront des affaires ensemble.
C'est très étrange. Ensuite, un groupe de travail conjoint américano-russe sur les questions de sécurité sera créé afin d'assurer la mise en œuvre de toutes les dispositions de cet accord. D'accord, point 16. La Russie inscrira dans la loi une politique de non-agression envers l'Europe et l'Ukraine. Écoutez, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, puisqu'ils ne respectent rien de toute façon. Les États-Unis et la Russie prolongent les traités nucléaires, tandis que l'Ukraine accepte la non-nucléarisation. Et ensuite, le point 19. C'est là que nous butons sur ce à quoi ni l'Ukraine n'acceptera, ni la Russie très probablement n'acceptera. Le point 19 dit ceci. La centrale nucléaire de Zaporijia sera mise en service sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'électricité produite sera répartie à parts égales entre la Russie et l'Ukraine à raison de 50-50. Oui, les Russes protesteront, affirmant que cette centrale leur appartient. Point 20. Les deux parties seront tenues de mettre en œuvre. C'est un point vraiment intéressant. Introduire dans les écoles et dans la société des programmes qui vont, disons, éduquer les gens à la tolérance envers différentes cultures et empêcher la propagation du racisme. En fait, c'est en quelque sorte une allusion au fait qu'il faudrait, par exemple, qu'en Ukraine, on dise que les Russes, russophones, etc. C'est bien, c'est normal, c'est simplement une autre culture. Ce ne sont pas des sauvages qui vivent à côté, c'est une autre culture. Et bien sûr, sous ce prétexte, il y a la promotion de la langue russe comme deuxième langue officielle. Là, vous savez, j'ai envie de dire, dites ça aux Russes parce que ce sont eux qui veulent quand détruire les Ukrainiens, pas l'inverse. C'est chez eux, excusez-moi, que les représentants du Caucase à Moscou sont appelés par des mots pas très flatteurs. Ce n'est pas à Kiev que cela se passe. Ensuite, l'Ukraine adoptera les règles de l'Union européenne concernant la tolérance religieuse et les minorités nationales, ainsi que la protection de la langue russe. Les deux parties se mettent complètement d'accord. Cela signifie annuler toutes les dispositions discriminatoires et garantir les droits des médias et de l'éducation ukrainiens et russes. Ça, c'est vraiment très drôle. Autrement dit, en fait, la Russie exige que l'Ukraine introduise l'enseignement en russe en Ukraine, qu'elle autorise les médias russes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais donc, vous croyez vraiment que la Russie de Poutine permettra aux médias ukrainiens de travailler ouvertement et impartialement en Russie? Eh bien, ça, j'en doute vraiment beaucoup. Ensuite, toute l'idéologie nazie, la réalité, doivent être rejetées et interdites. Aucun problème, il n'y a pas de nazisme en Ukraine, mais à Moscou, il faudrait penser à l'éradiquer. Et ensuite, nous avons discuté des territoires. Donc la Crimée, Louhansk et Donetsk seront reconnus de facto comme russes, y compris par les États-Unis d'Amérique, mais l'Ukraine ne cédera pas le Donbass. Kherson et la région de Zaporijia seront ensuite gelés le long de la ligne de contact. Qu'est-ce que cela signifiera de facto la reconnaissance d'une nouvelle frontière? Que faire? C'est un peu étrange ici, un instant. Malheureusement, l'Ukraine n'a pas encore la possibilité de tout reprendre par la voie militaire. C'est pourquoi, ici, il s'agit probablement d'un gel de la situation. Ensuite, la Russie renoncera aux autres territoires qu'elle contrôle en dehors des 5 régions. Voilà un point étrange. C'est comme si la Russie promettait, en quelque sorte, de se retirer des parties des régions de Kharkiv, Soumy et Dnipropetrovsk, en échange du fait que nous cédons nos territoires dans la région de Donetsk. Donc encore une fois, un échange de territoires ukrainiens contre d'autres territoires ukrainiens. Les forces ukrainiennes se retirent d'une partie de la région de Donetsk qu'elles contrôlent actuellement. Et cette zone de retrait sera considérée comme une zone tampon neutre et démilitarisée, reconnue internationalement comme un territoire appartenant à la Fédération de Russie. Les forces russes ne se retireront pas de l'ensemble du Donbass et n'entreront pas non plus dans cette zone démilitarisée. Plus loin, après la définition des futurs accords territoriaux, tant la Russie que l'Ukraine s'engageront à ne pas modifier ces accords par la force. Toute garantie de sécurité ne s'appliquera pas en cas de violation de cet engagement. L'Ukraine, je le souligne, n'a pour l'instant aucune garantie. Il n'est même pas clair en général qui nous garantit quoi que ce soit. Alors, et le point 23, la Russie, c'est carrément ridicule, ne va pas empêcher l'Ukraine d'utiliser le fleuve Dniepr à des fins commerciales. Et des accords seront conclus sur le transport libre des céréales en mer Noire.
Voilà la concession de la Russie. C'est n'importe quoi. Point 24. Un comité humanitaire sera créé pour résoudre les questions en suspens. Donc, un échange total, tous contre tous. Tous les civils et les otages seront rendus, y compris les enfants. Un programme de réunification des familles sera mis en place. Ensuite, ce n'est pas très clair, mais il est écrit qu'il sera également pris des mesures pour alléger la souffrance des victimes du conflit. On ne comprend pas vraiment ce que cela signifie, ce que veut dire alléger la souffrance des victimes du conflit. On ne sait pas ce qui est sous-entendu. 5e point. L'Ukraine tiendra des élections dans les 100 jours après la signature de l'accord. Toutes les parties impliquées dans ce conflit bénéficieront d'une amnistie totale pour les actes commis pendant la guerre. Et elles accepteront de ne pas présenter de revendications ni de régler ces questions devant les tribunaux à l'avenir. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une amnistie totale pour tous les crimes de guerre russes. J'insiste, les criminels de guerre doivent être condamnés. Et Washington nous dit, écoutez, pardonnez Boutcha, pardonnez Mariupol, pardonnez Izium, pardonnez tous ces crimes de guerre, c'est toutes ces atrocités commises par les militaires russes contre les civils ukrainiens, pardonnez ces violations des méthodes de guerre, les frappes contre les infrastructures civiles, contre les hôpitaux, contre les maisons, contre les maternités, et ainsi de suite. Vous devez tout pardonner et accepter que vous ne chercherez jamais, même pas à essayer, de punir les Russes pour tous ces crimes. Le point 27. Cet accord sera juridiquement contraignant. Son application sera contrôlée et garantie par le Conseil de la paix, qui sera présidé par Donald Jr. Trump. Des sanctions seront imposées en cas de violation. Lesquelles, ce n'est pas clair. Et le point 28. Après que toutes les parties auront accepté ce mémorandum, le cessez-le-feu sera immédiatement instauré après que les deux parties se seront retirées jusqu'à certaines lignes qui seront initialement définies dans l'accord. Comme vous le comprenez, l'Ukraine ne peut absolument pas accepter ce mémorandum. Ici, il y a beaucoup de concessions faites aux Russes. En fait, c'est ce qu'il y a de plus cynique, de plus terrible. C'est que le monde entier doit simplement fermer les yeux sur tous les crimes des Russes et continuer à faire des affaires avec eux, conclure des accords, lever les sanctions, réintégrer les Russes dans la communauté internationale. Et simplement faire semblant que rien de tout cela ne s'est jamais produit. Aucun crime de guerre, d'agression ni de destruction n'a eu lieu. De plus, Trump affirme que ce soit équitable. Il a trouvé. Souvent, la photo de Bistratsky, profil haut, deux. Dans la chaîne Telegram Pechi News, vous pourrez le lire. Mais je vais en prendre un court extrait ici qui montre que les Américains veulent évidemment que ce plan de paix soit adopté très rapidement par Kiev. Pourtant, les négociations devraient en durer plus longtemps. Citation. L'envoyé spécial Witkoff, Marco Rubio, travaille discrètement sur le plan depuis environ un mois. Il collabore avec les deux parties, la Russie et l'Ukraine, afin de comprendre quels engagements ces pays sont prêts à prendre pour parvenir à une paix durable. C'est ainsi qu'on en arrive aux négociations de paix, nous dit Caroline Leavitt. En général, en Europe, on ne comprend pas encore vraiment comment réagir. Mais tout le monde dit qu'il est très étrange que la question de la sécurité de l'Europe soit discutée complètement sans l'Europe. Et bien sûr, ils appellent à ne pas pousser l'Ukraine à la capitulation. Je vais mettre des points de suspension ici pour l'instant. Les amis, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sont déciodés sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.